sociale des groupes et des organisations et qui s'intéresse donc de près aux innovations managériales, mais dans leur ensemble, c'est-à-dire que ce que je vais un peu présenter ici dépasse quelque part le cadre strict du télétravail, mais va plutôt s'intéresser à l'ensemble des innovations managériales qui fleurissent un peu partout dans des organisations et peut-être plus encore d'ailleurs dans la littérature en réalité. Et donc, je vais aussi parler de ces nouvelles formes d'organisation qui prônent des aspects d'autonomie, de décision par les collaborateurs en direct, etc. D'accord? Et quelque part, euh, la question qui était... alors, je vais essayer de partager mon écran. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, si on réfléchit en fait aux innovations managériales aujourd'hui, bah, je serais assez tenté de dire que un des principes même de ces nouvelles formes d'organisation, c'est justement de fonctionner par logique de tension. Donc, on vous a posé la question de est-ce que c'est une tension ou est-ce que c'est une opportunité? Si on réfléchit à des organisations qu'on appelle entreprises libérées, organisations opales, holacratie, adocratie, etc. En réalité, il y a, pour moi, ce qui est vraiment commun dans toutes ces organisations, c'est qu'on part du principe qu'il y aura des tensions et que l'enjeu, ça va être d'arriver à les gérer. Et donc, plutôt que d'avoir une organisation qui est théoriquement parfaite, parce qu'elle a bien été conçue en bureau, entre guillemets, on va plutôt partir de l'idée que l'organisation est imparfaite, qu'elle va être en mouvement permanent, mouvement continu, et qu'on va avoir à essayer de réguler tout ça. C'est d'ailleurs le principe même des équipes agiles, c'est d'essayer de trouver en permanence en fait des solutions nouvelles par rapport à des problèmes nouveaux. Et c'est aussi le mot tension apparaît d'ailleurs tel quel, par exemple, dans des organisations holacratiques. On fait des réunions de tension parce qu'on doit traiter la tension. Par contre, dans ce cas-là, la logique, c'est de dire que la tension, elle n'est pas que relationnelle, et ça, c'est peut-être contrairement à ce qu'on peut connaître dans d'autres formes d'organisation. Dans d'autres formes d'organisation, si on n'a pas l'espace quelque part pour prendre des décisions, pour proposer des nouvelles choses, pour tester des nouveaux outils, bah, quelque part, la tension ne peut devenir plus que relationnelle ou personnelle puisque je n'ai pas eu trouvé d'espace où la partager. Si à l'inverse, dans ces nouvelles formes d'organisation, j'ai effectivement bel et bien un espace-temps, un lieu, un moment qui me permettent de déposer ce que j'ai à déposer, on peut partir du principe que je vais pouvoir traiter ma tension et que donc elle ne va pas devenir une fameuse tension relationnelle. Et c'est là, je trouve, où il y a vraiment à être, à se mettre d'accord sur ce mot de tension. C'est bien dans l'idée que c'est un principe de gestion et non pas une problématique qui nous devient personnelle ou relationnelle. Cela dit, on verra plus tard qu'à mon avis, ce genre de principe-là amène aussi à des tensions relationnelles. Mais ça sera une autre histoire. Et donc, simplement, on peut dire que tension et paradoxe sont à différencier dans ces logiques-là. Une tension, c'est quand je sens quelque part qu'il y a autre chose qui est possible de faire, ou quand je sens qu'on pourrait faire mieux. Tandis que le paradoxe, c'est quand il y a une impossibilité, une incompatibilité en fait à mener deux choses en même temps. Et c'est assez différent. Un paradoxe, par exemple, si je vais dans le milieu de l'industrie, j'ai entendu parler des personnes de John Cockerill, etc. Comment faire un travail en toute sécurité, en portant tous ces EPI, en ayant fait toutes les consignes de sécurité qu'on me demandait au préalable, etc., tout en me disant que je n'ai que 10 minutes pour faire le travail. Là, il y a paradoxe parce qu'il y a une incompatibilité de mission et quelque part, c'est même un paradoxe par double contrainte. Je dois choisir soit de l'un, soit de l'autre et il y a de fortes chances que je choisisse quand même toujours mal, que j'ai choisi la sécurité ou la rapidité. Tandis que la tension ne suppose pas forcément qu'il y ait incompatibilité entre deux choses. Ça suppose par contre qu'il y ait parfois des choix à mener, ce qui va nous amener à être dans une logique de déséquilibre constant en fait. On est en tension permanente parce que dans cette nouvelle forme d'organisation, on est en déséquilibre permanent. Et donc, on vise quelque part à rééquilibrer en continu ces nouvelles formes de travail. Alors,
Si vous pouvez me suivre là-dedans, ça veut dire que quelque part, l'attention, elle peut être profitable. Et en ce sens-là, c'est une opportunité. Elle peut être profitable si elle peut être mentionnée, c'est-à-dire si elle peut être exprimée et verbalisée par quelqu'un. Et on sait à quel point c'est difficile. Beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ces nouvelles formes d'organisation rencontrent pas mal de difficultés dans la capacité justement à faire dire par des collaborateurs des critiques ou des propositions. Il faut aussi que cette tension, elle soit bien située, c'est-à-dire que quelque part, elle, elle exprime bien l'objet qu'elle souhaite exprimer. C'est important de pouvoir dire, là, ma tension, elle est vraiment liée, non pas à un objectif, mais à un moyen qu'on met en place. Et à l'inverse, là, ma tension, elle n'est pas liée à un moyen, mais ce à quoi ce moyen sert, la finalité dans laquelle elle s'inscrit. Donc, il y a une série de difficultés qui peuvent être liées à la capacité, quelque part, d'analyse de cette tension. Et il faut aussi pouvoir le dire au bon endroit. Euh, de nouveau, si je reprends certaines habitudes qu'on peut connaître dans des entreprises entre guillemets traditionnelles, bah, le bon endroit, c'est le couloir, c'est la machine à café, c'est le moment où on lâche un coup de pression. Dans ces nouvelles formes d'organisation, puisqu'on va essayer de faire en sorte que la tension soit vraiment objet de développement, il faudra arriver à le dire dans des espaces dédiés. Et enfin, l'attention, elle peut être profitable si, quand elle est exprimée, elle peut aussi trouver une réponse satisfaisante aux yeux de ceux qui la soulèvent. C'est pas forcément la solution optimale, mais en ce cas, c'est une solution ou c'est une réponse qui ne souffrira pas de trop d'opposition. Euh, si on est dans des organisations où en permanence je relève ce qui ne fonctionne pas, en permanence je relève ce qui pourrait fonctionner mieux que ça, etc., et où pour autant il n'y a jamais de retour, ça risque d'être fatigant pour les personnes qui se sont investies et qui ont pris sur elles, quelque part, de mentionner tout ça. Alors, l'attention, dans ce cas-là, elle est évidemment une opportunité et donc elle est profitable, mais elle peut devenir aussi problématique, à l'inverse, lorsqu'on la ressent et qu'on ne peut pas l'exprimer. Et ça, c'est l'eau, je crois, de pas mal de situations dans lesquelles j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir dans des organisations, c'est que beaucoup de personnes disent, en réalité, on n'a jamais d'endroit où on peut exprimer ce qui ne va pas. Les choses ont été décidées en haut lieu par nos chefs, par notre hiérarchie, voire par une entité qui se situe parfois à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres quelque part de notre lieu de travail. Et donc, on n'a qu'à ronger notre frein, quoi. On va devoir fonctionner avec. Et donc, à ce moment-là, la tension, elle devient effectivement une forme de tension qui peut être personnalisée, voire incorporée et incarnée par les individus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle n'est plus objectivable, elle n'est plus matérialisable, elle devient vraiment à l'intérieur des individus. Je me souviens par exemple d'une personne qui me disait son entreprise allait fermer, ça passait dans la presse parce que c'était une grosse entreprise, on peut même dire une grosse industrie, et la personne me disait, j'ose plus aller faire mes courses au Deleuze, parce que si je dis Deleuze, je dois peut-être dire Carrefour et Intermarché, je ne sais pas trop les règles ici. Euh, je n'ose plus aller faire mes courses au Deleuze. Pourquoi? Ben parce que quand je fais mes courses au Deleuze et que par le plus grand des hasards, on me demande où je travaille et que je réponds que je travaille à tel endroit, je suis gêné. J'ai l'impression de moi être malade. Or, en fait, il n'avait pas à être gêné. Je veux dire, voilà, il y a une décision qui a été prise quelque part. Il n'en est pas le responsable, mais pourtant, il l'avait tellement incorporé qu'il avait la sensation que c'était lui qui avait été défaillant quelque part dans son boulot. Lui, comme les 1500 autres personnes qui allaient en partir. Donc, quelque part, ces tensions-là, quand elles ne peuvent pas être exprimées, pardon, ou quand elles ne peuvent pas être gérées, ça va conduire à des effets beaucoup plus dramatiques encore que si on peut en faire quelque chose. On pourrait même aller jusqu'à dire que dans une série de situations, ce sont les mêmes facteurs en réalité, qui sont parfois source d'amélioration et parfois euh, facteurs de risques psychosociaux. Ça me marque souvent très fort quand j'ai l'occasion d'accompagner des équipes ou des organisations et qu'on me fait lire à la limite, par exemple, un rapport réalisé par un service de protection du travail, bah souvent je vois les axes qui ont été définis comme étant porteurs de risques sont les axes que j'avais identifiés comme étant intéressants à travailler pour développer l'organisation. Donc, on voit bien comment ces tensions-là, c'est davantage la façon dont elles vont être prises en charge
qu'elles vont pouvoir permettre le développement, et donc l'opportunité, ou à l'inverse, le risque accru. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je suis assez clair dans ce que je dis là. Difficile, évidemment, sans le feedback direct. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que si ce que j'ai dit là est vrai dans toutes les formes d'organisation, il y a certaines de ces tensions qui peuvent être exacerbées euh, sitôt qu'on pense aux innovations managériales, comme je l'ai dit, liées à une forme d'aplatissement de la ligne hiérarchique, à une forme d'autonomie de la part des collaborateurs, à une possibilité de prendre des initiatives, etc. Et notamment, des couples assez classiques, c'est l'autonomie. Et d'habitude, on met avec le contrôle. Ici, j'ai plutôt choisi de mettre l'autonomie et l'interdépendance pour montrer à quel point, quelque part, il y a plein de situations, et ça vaudra aussi, je pense, dans le télétravail, mais Gisline en parlera beaucoup plus que moi. Il y a plein de situations où je dispose de mon périmètre d'action et donc je suis libre de définir moi-même mes règles. L'autonomie, c'est l'autodéfinition de ses propres règles. Mais d'un autre côté, je ne peux pas nier que je suis aussi dans une organisation qui est hyper connectée à plein d'autres entités. Et donc, je peux être mis en tension parce que ce que je définis dans mon périmètre doit malgré tout rentrer en cohérence par rapport à ce qui est défini dans d'autres périmètres. Donc, on voit comment dois à la fois être à l'intérieur de mon périmètre et à la fois au contact, au minimum, d'autres périmètres. Zone de tension possible. Une autre zone de tension, c'est par exemple la notion de libre arbitre par rapport à l'adhésion aux valeurs et aux normes culturelles. C'est, je trouve que c'est très frappant de constater à quel point aujourd'hui le triptyque valeur, vision, mission continue à exister, mais le mot qui revient beaucoup plus, c'est raison d'être. Et beaucoup de personnes disent aujourd'hui, moi, mon job, c'est plus que ça, c'est plus que de rappeler la raison d'être, la raison d'être et la raison d'être. Et donc, quelque part, à la fois, on nous dit, puisque vous êtes autonome, vous pouvez aussi être dans une forme de libre arbitre et de jauger vous-même ce qui vous paraît important, etc. Et d'un autre côté, il faut quand même adhérer, et je crois de manière assez forte, à la question des valeurs et des normes culturelles, des normes culturelles étant notamment liées effectivement à la prise d'initiative, à la participation à la collectivité, à une forme quelque part d'aisance dans la gestion justement des contraintes, des possibilités, etc. Il faut arriver à naviguer quelque part dans toutes ces formes toutes ces formes un peu diversifiées et parfois même désorganisées au sein de l'entreprise ou de l'organisation, etc. Stabilité et changement continu, une autre source de tension possible. Je me souviens avoir une réunion dans laquelle une personne me disait oui, oui, voici la structure de notre organisation, je vais vous la montrer. Alors, il va sur un logiciel qui fonctionne par cercle, et puis au moment où il veut me montrer le logiciel qui fonctionne par cercle, il me dit ah mince, en fait, je retrouve plus le cercle que je m'apprêtais à vous montrer, parce qu'entre-temps, une heure plus tôt, il avait été changé en réunion de gouvernance, ce qui est tout à fait intéressant parce que ça démontre à quel point l'organisation est capable de flexibilité et de s'adapter quelque part à des nouvelles situations. Mais ce qui rend par contre parfois difficile les points de repère qu'on pourrait avoir pour parvenir à se dire normalement c'est là que je trouve l'information, normalement c'est à cette porte-là que je frappe et normalement il existe une équipe qui travaille là-dessus. On est dans des organisations qui sont tellement mouvantes, qui pourraient en tout cas être tellement mouvantes que quelquefois c'est difficile de s'y retrouver. Si je cite encore une autre tension, on peut penser à la notion de contrôle et contrôle, évaluation et régulation. Euh, je crois qu'on a peut-être tous déjà vécu ça. Quand vous avez un entretien annuel, par exemple, des fois, on peut se demander si notre N+1 est en train de nous donner des conseils parce que ce sera bon pour nous, est en train de nous donner conseils parce que ce sera bon pour l'organisation, et quelque part, est-ce que ces conseils, je suis censé absolument les suivre, ou est-ce que c'est vraiment, j'en fais ce que j'en veux et c'est non prescriptif. euh, Aujourd'hui, dans les nouvelles formes d'organisation, de plus en plus, on essaye de tendre vers des logiques de régulation. Oui, mais ça peut toujours poser la question de à quel moment se situe où se situe la frontière par rapport à la notion de contrôle. Et beaucoup de personnes disent par rapport à ça, le jeu n'est pas toujours suffisamment clair pour que je puisse vraiment me sentir à l'aise en fait dans ces nouvelles formes d'entretien.
Et donc, à la fois, on nous invite à nous, quelque part, à poser encore plus les choses, à se sentir d'autant plus libre de témoigner de nos difficultés, etc. Et d'un autre côté, c'est parfois difficile de se dire qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai témoigné de mes difficultés au quotidien. Ça me fait penser pour le petit clin d'œil à un petit strip que j'avais vu une fois qui était euh, le bonheur fait partie aujourd'hui de nos objectifs d'entreprise. Êtes-vous heureux, Pierre? Ben, quand même, non, pas vraiment. Et puis alors, la dernière case, c'était, bon, je note, n'atteins pas les objectifs. Vous voyez un peu le genre de choses auxquelles on pourrait aller. Euh, Quelque chose qui me marque aussi très fort, c'est la volonté d'aplatir en fait des lignes hiérarchiques et donc effectivement de supprimer le nombre d'échelons qui peut exister dans la pyramide. Et d'un autre côté, je suis marqué combien la notion de leader libérateur, de leader charismatique, qui a proposé, voire parfois imposé en fait une nouvelle forme d'organisation est très présente. Si vous allez à la Fnac, allez au rayon innovation managériale et vous verrez combien de livres sont écrits par des patrons et combien ces patrons disent, moi, j'ai imposé à un moment donné ce modèle-là. Donc, on part du principe que pour ne pas imposer, il faut imposer, quoi. Et ça, je trouve que ça offre une tension qui est quand même pas mal aussi. Et ça pose la question de finalement qui effectivement lâche du pouvoir et qui en garde dans cette histoire-là. Dont on peut parler maintenant, c'est la notion d'esprit d'initiative et d'un autre côté de coercition. Alors là, je vais faire référence plutôt à un magasin dans la grande distribution qui s'est aussi lancé dans une nouvelle forme d'organisation et euh, qui disait que voilà, il n'y avait pas le choix. À un moment donné, il fallait quand même bien faire l'ouverture et la fermeture des magasins et que certes l'équipe était parfois preneuse de certaines choses, mais bizarrement l'ouverture et la fermeture restaient encore une difficulté et donc là ça restait une figure imposée dans le management de ce type d'organisation. Donc on voit coexister en fait des endroits où on dit vous êtes libre, entreprenez, voyez, organisez entre vous, mais d'un autre côté nous vous imposons des choses comme celle-là. Et donc, à la fin, on peut se demander si c'est un couple dialectique ou un couple, entre guillemets, c'est un néologisme, dualectique, quoi. Euh, Couple dialectique, ça voudrait dire, pour moi, que c'est un couple dans lequel on peut essayer de naviguer et tantôt tendre vers l'un, tantôt tendre vers l'autre, vers l'autre. Et je ne vois pas là d'incompatibilité majeure tant que ça reste un couple dialectique, tant qu'on arrive à en discuter. Ça devient un couple dialectique au moment où, en fait, les personnes n'arriveront plus à se situer et à dire on est dans une logique plutôt d'autonomie ou d'interdépendance, etc. Et donc, à partir du moment où on est dans ces fameux couples dualectiques et non pas dialectiques, s'ils sont dualectiques, c'est-à-dire s'ils rentrent en duel l'un et l'autre, on va pouvoir voir apparaître des dérives peut-être importantes dans ces nouvelles formes d'organisation, notamment une charge de travail qui va être accrue, mais qui va être librement acceptée sous le couvert quelque part de l'autonomie de la responsabilité. Il est bien normal que j'en fasse beaucoup, puisqu'il m'appartient à moi, quelque part, de manager mon propre travail. Très important, ce qu'on appelle le délitement de la protection collective du travail. Il faut quand même savoir que autant je crois, dans toute ma carrière, j'ai beaucoup critiqué le taylorisme, autant il faut lui reconnaître une vertu, c'est le fait qu'il protège, malgré lui, je crois, les collectifs de travail, c'est-à-dire qu'en fait, puisque tout est défini par procédure, par silo, et tout est dans les mains en termes de conception en tout cas, d'une forme de hiérarchie, etc., ça permet que des travailleurs ne prennent en fait pas trop de risques au travail, etc. Alors on peut discuter de la pertinence de prendre des risques ou pas, mais par contre, ce qui est certain, c'est que sitôt qu'un travailleur prend un risque, il se met aussi en danger. Et donc, possiblement, il met en danger aussi un collectif de travail. Donc, s'il y a risque, comment accompagner en fait cette prise de risque et donc de danger, ça me paraît assez important. La notion de culpabilité et de honte qui peut être exacerbée par des aspects de contrôle social par les pairs. Jusque-là, quand le contrôle est surtout dans les mains de la hiérarchie, bah, quelque part, on voit des équipes qui peuvent assez facilement se retrouver et respirer ensemble, quitte à cracher un peu de venin sur son... souvent, c'est pas le N+1, sur qui on crache, c'est sur le N+2 d'ailleurs. Et on crache un petit peu dessus et on se dit,
Vous avez quand même eu des personnes qui étaient là pour me soutenir. À partir du moment où il y a une forme de contrôle social par les pairs, la pression peut être constante. Donc, ça pose aussi d'autres questions. Une uniformisation de l'idéologie dominante, j'en ai parlé tout à l'heure, par logique, quelque part d'adhésion très forte à la culture ambiante, hein, j'en ai parlé, initiative, etc. Des illusions, parfois, par rapport à l'espoir d'atteindre un idéal au travail, à partir du moment où on prône l'épanouissement individuel, voire le bonheur au travail, etc., le risque est d'autant plus grand de se désillusionner par rapport à des personnes qui disent, moi je sais que je vais au boulot, et ferai mes trop boulot dodo, c'est pas génial, mais par contre j'ai pas d'illusion là-dessus. Parfois, incarnation des tensions par les individus eux-mêmes, j'en ai touché un mot tout à l'heure, c'est quand on ne trouve pas des espaces. Puisqu'on a fait des tensions quelque part un objet d'organisation qui devient visible de tous et connu normalement de tous, si je ne peux pas les traiter adéquatement, je vais d'autant plus les incarner. Risque de traumatisme s'il y a des échecs, survalorisation des individus, qu'elles soient symboliques ou effectives, etc. Bref, il y a une série de dérives possibles. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec tout ça, ça ne donne peut-être plus trop envie de se lancer là-dedans. Moi, je pense que si. Je m'intéresse vraiment de très près aux innovations managériales parce que je pense qu'elles sont porteuses d'une série d'opportunités, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais avec tous les bien trois petits points que Stéphanie de mémoire avait dit, je pense, etc. Euh, c'est l'idée qu'elles peuvent être intéressantes pour autant qu'il y ait des espaces de régulation et que on accepte qu'il y ait une forme de négociation, c'est-à-dire qu'on accepte quelque part qu'il y ait des évolutions qui, a priori, n'ont pas été celles que le concepteur, le fondateur, les responsables, que sais-je, avaient imaginées, et qu'elles puissent du coup être prises plus en charge aussi encore par les travailleurs, de telle sorte à ce que les règles du jeu et le terrain du jeu soient suffisamment cohérents pour savoir à quel moment je vais me situer dans une forme d'imposition, à quel moment je ne me situe pas. Je trouve que la cohabitation n'est pas gênante quand on y voit plus clair. Je me souviens avoir accompagné notamment euh, plusieurs, euh, plusieurs équipes dans le secteur hospitalier qui disaient on nous demande à la fois d'être plus autonome, mais en même temps, on ne nous donne pas les règles du jeu. Est-ce qu'on doit accueillir plus de lits? Est-ce qu'au contraire, on doit faire plus de qualité? Est-ce que parfois on doit déroger à la règle? Est-ce que parfois on ne doit pas déroger? Et quelque part, les responsables nous disaient mais ils sont grands, ils devraient savoir. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et donc, je voulais simplement terminer par deux phrases que je trouve assez jolies et, à mon avis, assez justes par rapport à ces tensions. La première, elle dit, là où l'entreprise enlève du contrôle, elle doit introduire des mécanismes de régulation sous peine de développement de conflits, de jeux de pouvoir et de dérives comportementales. Je crois que c'est un peu l'objet de ma présentation. Et une deuxième phrase qui dit, pour que l'organisation soit capable de se développer, elle doit être débattable, d'où l'idée d'espace de régulation, et instrumentalisable, c'est-à-dire que on doit pouvoir investir en fait cette organisation au travers de règles, d'outils, de modes de fonctionnement, de propositions, etc., qui ont un sens, qui ont une finalité et dont on comprend bien la logique derrière et dont on peut finalement du coup se saisir. C'est ça que veut dire le terme instrumentalisable dans ce cas-ci. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et avoir été compréhensible. Et j'espère Oui, aussi que ça permet d'introduire Ghislaine qui va vraiment faire plus un focus sur la question du télétravail. oui, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai pu noter quelques mots. Voilà, rééquilibre, prise en charge, stabilité, régulation, contrôle, dérive, donc des mots qui peuvent à la fois être en opposition mais aussi complémentaires. On voit en tout cas principalement dans la conclusion qu'il y a des solutions pour faire face à ces dérives et ces tensions. Et c'est tant mieux. Donc, je propose qu'on passe maintenant à la seconde intervention, donc avec Ghislaine Rondeau, qui est chargée de recherche au Lantic HEC Liège. Donc, c'est le laboratoire d'études sur les nouvelles formes de travail, l'innovation et le changement. Elle est également responsable scientifique du programme New Ways of Working, Bricks, Bytes and Behaviors d'HEC Executive Education. Voilà, avec elle, nous allons poursuivre sur la question des innovations managériales, mais vraiment en particulier sur le télétravail.
Et à nouveau, Giseline, je te laisse compléter tes fonctions si tu le souhaites et la parole est à toi. Bonjour et merci. Je vais donc faire un partage d'écran pour les dias. Donc, après la très brillante introduction de Cédric, qui a donc vraiment bien cadré tous les paradoxes et toutes les tensions qu'on peut voir dans ces dispositifs managériaux, je vous propose de faire un petit coup de focus sur le télétravail en particulier, puisque, avec l'actualité Covid, évidemment, c'est un dispositif qui est vraiment au centre de toute l'attention pour le moment, et qui, pour moi, effectivement, comporte différentes tensions, mais qu'il est possible d'adresser donc des enjeux que je vous propose de considérer, voire de résoudre dans certains cas. Alors, les avantages du télétravail, ils sont nombreux, ils sont connus, puisque ce n'est quand même pas des dispositifs qui sont si récents que ça. Le télétravail, ça date de la fin des années 80, si j'ai bonne mémoire. Et les avantages sont à la fois pour le télétravailleur, évidemment, mais aussi il y a des avantages pour le collectif de travail et pour l'organisation en tant que telle. Je ne vais pas m'étendre trop longuement là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la communication d'aujourd'hui, et les DIA sont de toute façon à votre disposition. Alors, première tension peut-être, on dit avantage, mais vous verrez que je n'ai pas mis et des inconvénients. C'est plutôt des enjeux, tant pour le télétravailleur que pour son responsable, son manager et pour l'organisation. Le télétravail soulève toute une série d'enjeux qui sont plus ou moins vécus, qui sont plus ou moins connus et plus ou moins aisés à gérer. Donc, il peut s'agir à la fois du sentiment d'isolement, de la manière d'articuler vie privée, vie professionnelle avec un certain brouillage des frontières pour le télétravailleur, qui, étant moins visible au lieu de son responsable, parfois est aussi moins visible en termes d'évolution de carrière. Qui dit moins visible pour le manager, dit aussi, le travail devient visible, comment est-ce que je contrôle le travail à distance, comment est-ce que je gère mes équipes à distance. Et enfin, pour l'organisation, qui dit équipe à distance, dit comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une culture d'entreprise qui vit quand même, une forme de cohésion d'équipe. Comment est-ce que l'équipe à distance et l'équipe en place arrivent à s'articuler, à communiquer? Donc, est-ce que les non-télétravailleurs et les télétravailleurs font toujours partie d'un même collectif? Et enfin, en termes de transmission de l'information, donc circulation de l'info et partage des connaissances, comment est-ce qu'on organise les choses? Alors, ce dia sur les tensions à gérer, c'est une dia que je vous amène ici pour introduire les choses, mais qui aurait pu aussi faire guise de conclusion. Et donc, le premier enjeu, la première tension que je vois dans le télétravail, c'est la question de la visibilité. Je viens d'évoquer très rapidement. Lorsqu'on est en télétravail, on n'est pas visible. Et donc, tant le manager que le collaborateur vont tenter de pallier cette invisibilité en mettant en place des stratégies d'hypervisibilité. Donc, pour le manager, ce sera essayer de trouver le moyen de voir, de contrôler le travail de ses collaborateurs. Et pour les collaborateurs, c'est de craindre d'être oubliés ou ayant à cœur de montrer qu'ils travaillent, parce que des fois, la pression, on se la met soi-même, montrer de façon hyper visible qu'on est bien en train de travailler. Et donc, on voit bien, et j'y reviendrai, que ce qui est au cœur ici du processus, c'est la question de la confiance. Par ailleurs, et Cédric en a déjà touché un mot, cette question d'autonomie et de contrôle. Lorsqu'on est en télétravail, on est seul à son domicile, il n'y a pas vraiment de contrôle qui est exercé sur le travail ou d'une façon différente. Et l'idée de dire, mais finalement, quels sont les outils qui vont être mobilisés par le manager? Est-ce que les outils vont se superposer? De quelle manière est-ce qu'ils vont s'articuler? Et dans quelle mesure ces outils vont venir contrer ce sentiment d'autonomie ou venir à l'encontre d'une perception qu'on est autodéterminé dans son travail? Troisième catégorie de tension. On dit souvent que le télétravail, c'est abolir les frontières du temps et de l'espace et donc travailler de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Anytime, any place, ça fait partie des grands slogans qui sont évoqués lorsqu'on parle du télétravail. Mais cette flexibilité se doit ou doit aussi, dans une certaine mesure, être limitée, être en tout cas encadrée. Et donc, notamment, ce qui a été conçu et réglementé dans une certaine mesure, c'est la question du droit à la déconnexion, qui vient un peu en contrepoids dans cette tension au travail omniprésent.
Je reviendrai évidemment sur toutes ces notions. Ensuite, la question d'indépendance, interdépendance. Donc, cette idée de justement de fait de travailler, on travaille seul, mais on fait partie d'une équipe. Comment maintenir la cohésion d'équipe? Qu'est-ce qui peut se faire à ce niveau-là pour trouver la bonne balance, le bon équilibre entre son travail indépendant et l'interdépendance au sein d'une équipe? Et enfin, et c'est de plus en plus souvent le cas, gérer l'hybridité avec une partie des gens qui sont à distance, une partie qui sont sur site. Ce ne sont pas toujours les mêmes, donc il y a des formes d'alternance. Comment est-ce qu'on va gérer cette coexistence de dispositifs différents et de présences qui sont à distance ou qui sont sur site? Alors, la problématique de la visibilité, revenons-y. Comme je vous le disais, comme le travail devient invisible, les managers sont donc en quête de visibilité et auront cette tentation de superposer différents modes de contrôle. Alors, par exemple, les contrôles via la technologie, où on vérifie si les personnes sont connectées. On met en place certains rituels tels que, par exemple, le Hello Mail, le petit mail du matin dont le sens intrinsèque n'est pas porteur de grand-chose, mais c'est juste pour vérifier si on répond bien et dans un laps de temps considéré comme raisonnable. Les jours où les personnes ne sont pas à distance, on systématise des réunions d'équipe, la mise en scène très visible des jours de présence, finalement. De leur côté, les collaborateurs, comme je vous le disais, soit vont accentuer ostensiblement le fait qu'ils travaillent, donc par exemple eux-mêmes envoyer très régulièrement des mails, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire, juste pour montrer qu'effectivement ils sont connectés, vont avoir à cœur à répondre au téléphone très très rapidement et être connectés très très souvent à la demande pour bien montrer qu'ils sont en train de travailler et par ailleurs vont dans certains cas dissimuler ce qu'ils font parce que ça les arrange mieux, ne serait-ce que par exemple pour se concentrer sur des tâches de fond, ils vont mettre dans leur emploi du temps soit réflexion, concentration, rédaction, ils vont mettre quelque chose pour justifier le fait qu'ils ne sont pas visibles, pour justifier le fait que ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas en ligne que je ne travaille pas. Et donc, comme je vous le disais, ce qu'on voit au centre de cette problématique de la visibilité, c'est la confiance, et généralement, l'un nourrit l'autre. Plus le manager va être en quête de visibilité, plus le collaborateur va tenter de répondre à ces demandes et de démontrer, de prouver qu'il travaille, pour bien montrer que la confiance dont il est investi est placée à juste titre en lui et qu'il est digne donc de cette confiance. Maintenant, quel que soit le type de contrôle que le manager met en place, ça peut être perçu de façon très différente, à la fois selon le profil des collaborateurs, selon le type de contrôle, selon différents paramètres. Alors, quelles sont les formes de contrôle? Comme je vous le disais, ça peut être le contrôle par la technologie, par les outils, lorsqu'on vérifie les connexions, le temps de réponse à des mails, etc. Ça peut être aussi des contrôles de type déclaratif, par exemple, lorsqu'on demande des timesheets, ou en fin de journée ou en fin de semaine, par exemple, une forme de petit rapport d'activité, fais-moi un peu le bilan de ce que tu as fait durant cette période. Bilan qui peut d'ailleurs être à la demande du manager ou qui peut spontanément venir du collaborateur. Enfin, le troisième type de contrôle, c'est le contrôle sur la sortie, sur les résultats, par exemple au travers du management par objectif. Et donc, on peut voir à nouveau une tension, que cette perception des différents types de contrôle peut être tout à fait différente et ambivalente. Par exemple, un contrôle peu accentué, peu mis en place, peut être perçu par certains comme une forme de désintérêt, avec des réflexions dans le chef des collaborateurs qui serait de dire finalement que je travaille ou je ne travaille pas, personne ne le vérifie, personne ne semble s'en préoccuper, et donc quelque part c'est considéré comme une forme de désintérêt sur le travail qui est exercé. A contrario, ça peut être perçu positivement, justement, comme un renforcement de l'autonomie, une démonstration de confiance. On dit, mais non, non, il n'y a pas besoin de me contrôler, mon manager l'a bien compris, puisqu'il ne me contrôle pas beaucoup, parce qu'il est de mise, il est de règle entre nous, de travailler en pleine autonomie. Et cette absence de contrôle et ces contrôles réduits en est la preuve. A contrario, un contrôle exercé de façon beaucoup plus étroite ou superposant différentes modalités de contrôle peut être perçu et assez rapidement comme une intrusion, un manque de confiance, une vérification constante de oui, oui, je suis bien en train de travailler. Mais ça peut aussi, sur le versant positif des choses,
est considéré comme du soutien. On s'inquiète de moi, on s'inquiète de la manière dont je travaille, on s'inquiète de l'avancement dans mes objectifs. Et donc, ce contrôle peut être perçu positivement. Et donc, vous avez bien compris tout l'enjeu, et pour le manager, évidemment, et aussi pour les collaborateurs, que cette perception passe autant que possible du côté gauche au côté droit du schéma. Alors, de quelle manière? Mais notamment en articulant les différents modes de contrôle et en les encadrant de façon qualitative. Ainsi, pour le contrôle par les technologies ou par les outils, ce qui est généralement préconisé tant dans la littérature que dans le conseil qu'on donne aux entreprises, c'est un encadrement qualitatif, c'est-à-dire de ne pas détourner les usages de la technologie de ce pourquoi elle est prévue. Donc, si le mail est fait pour envoyer des informations, envoyer des documents, etc., ce n'est pas juste pour dire bonjour le matin et vérifier qu'on nous répond dans le quart d'heure. Et donc, un encadrement des usages peut se faire notamment par une forme de charte bilatérale, une espèce d'accord qui est négocié entre managers et collaborateurs sur, écoute, on va limiter l'échange, par exemple, de mails à l'envoi de documents, etc., pour voilà, la nécessité de la réflexion, etc. Je privilégierais, par exemple, le GSM pour les urgences, mais je n'ai pas l'intention de t'appeler tous les jours pour voir si tu me réponds au taquet. Et garantir une forme de droit à la déconnexion, c'est-à-dire des plages dans lesquelles on requiert de la personne qu'elle soit joignable, mais des plages qui n'excèdent pas une certaine proportion de la journée. Si on fait une journée de 8 heures, on ne va pas requérir des personnes qu'elles soient joignables pendant 8 heures. On a tous droit à une petite pause, une pause déjeuner, une pause pour aller prendre un café ou s'aérer un petit peu. Ce qu'on ferait au bureau est tout aussi légitime et toléré évidemment en télétravail. Pour ce qui est du contrôle déclaratif, donc les formes de rapports d'activité plus ou moins différés ou timesheet, etc., généralement, à ce niveau-là, ce qu'on peut préconiser, c'est de limiter un reporting à l'initiative du manager. À lui de savoir et de mettre ce type de reporting en place, soit au moment clé de l'avancement dans son projet ou dans sa réflexion, soit quand il éprouve le besoin d'échanger avec son manager sur des questions en particulier ou sur la suite de l'exécution de son travail. Donc, en gros, ce n'est pas déclarer pour déclarer, reporter pour reporter. Puisqu'on voit bien qu'en plus, ce type d'indicateur-là, généralement, n'est pas tellement utilisé. Et donc, le caractère un peu vain de ce type de reporting est très, très vite mis en évidence. Enfin, dans le contrôle par les résultats, donc, la gestion par les objectifs, qui est généralement un dispositif qui est favorisé et qui est plutôt apprécié par les collaborateurs et les managers. Mais là, ce que nous pensons, c'est qu'il doit être associé à un encadrement qualitatif en amont, c'est-à-dire ne pas se limiter au contrôle des résultats une fois ceux-ci atteints, ou pas atteints d'ailleurs, mais que dans la réalisation ou dans l'atteinte même de ces objectifs, il y a un support moral, voire même pédagogique, sur les conditions dans lesquelles ces résultats sont poursuivis et pour les raisons pour lesquelles peut-être ils ne seront pas atteints, ce qu'on peut mettre en place en cours de période pour aider ou faciliter la poursuite et l'atteinte de ces objectifs. Alors évidemment, le choix d'une modalité de contrôle adaptée se différencie selon le type de métier, selon le type de situation. Par exemple, les personnes qui travaillent depuis longtemps à distance et sont souvent sur les routes, par exemple, je pense à des commerciaux, etc., sont déjà habitués à remettre, par exemple, des feuilles d'activité en fin de journée ou en fin de semaine, alors que, par exemple, si je prends l'exemple des chercheurs, un exemple que je connais bien, généralement, on travaille plus sur le rapport a-t-il été écrit et délivré en temps et en heure, est-ce que c'est un rapport de qualité, donc plutôt contrôle des résultats. Donc voilà, le manager, connaissant bien la situation de ses collaborateurs, évidemment, choisira la modalité de contrôle qui lui semble la plus pertinente, évitera de superposer les différents contrôles parce que ça deviendra vite une traque. Et cela permet aussi, à la fois dans le choix du type de contrôle et dans la cadence de ceux-ci, de construire et maintenir une relation de confiance entre lui et ses collaborateurs. Donc vous avez compris que le rôle du manager ici est crucial, qu'il s'agit à la fois de le conscientiser et de le former. Parce que finalement, lorsqu'on fait des évaluations d'expérience de télétravail, on se rend compte que les obstacles au télétravail sont beaucoup plus des obstacles culturels et managériaux que des obstacles techniques. Et donc, il s'agit ici d'arriver à transformer la culture de management telle qu'on la voit notamment dans les entreprises qui ont des styles de leadership un peu plus traditionnels, qu'il s'agit de faire basculer vers plus de confiance
et d'autonomisation. Alors, ce sont des beaux mots, on les lit souvent, on les voit souvent, mais on voit que dans la pratique, ce n'est pas forcément donné, ce n'est pas forcément évident. Et c'est toute une culture managériale qui n'est pas aisée à mettre en place et que, comme Cédric l'a expliqué précédemment, qui n'est pas non plus exemple de tensions avec lesquelles il va falloir composer. Par ailleurs, le fait de gérer l'hybridité, donc de gérer la coexistence en présentiel et à distance, qui varie de jour en jour selon le type d'équipe, selon la manière de fonctionner, donc tout ça évidemment est très spécifique à chaque organisation, fait qu'il faut, pour le collaborateur, mais aussi pour le manager, adapter ses modalités de coordination avec son équipe et ses modalités d'échange avec ses collaborateurs. Je vais y revenir. Et enfin, dans son rôle d'animateur, de leader, veiller à la cohésion de l'équipe, donc notamment tisser ou retisser des liens avec ses collaborateurs, qu'ils soient sur site ou à distance, et entre eux aussi, et garantir l'équité. Et ça, on va voir que cette question de l'équité est quelque chose de vraiment central dans les types de dispositifs de travail à distance qu'on a pu mettre en place. La confiance dans les relations de travail, deux choses. D'une part, la confiance, il s'agit de la construire, et ensuite de la maintenir. Alors, la construire comment ? Généralement, ce qu'on préconise à ce niveau-ci, c'est qu'une période de télétravail soit précédée, surtout pour les nouvelles recrues, d'un présentiel en préalable, parce qu'il s'agit quand même d'établir les bases de la confiance pour le manager et pour la collaborateur, de montrer qu'il est effectivement digne de cette confiance. Donc, c'est toutes les bases de la collaboration et de l'échange dans la relation managériale qui doivent se mettre en place et qui doivent aussi, dans une certaine mesure, faire l'objet d'un dialogue, voire d'une négociation. Puisque la confiance n'est pas quelque chose qui est donné au départ, ça doit vraiment s'établir petit à petit. Une fois que cette confiance est établie, qu'on sait, entre guillemets, à qui on a affaire et comment fonctionne la personne, si elle a besoin d'être suivie étroitement ou pas, si on aura besoin de mettre en place beaucoup d'échanges de contrôle ou pas, il s'agit alors de maintenir cette confiance dans la durée. Et là, de mettre en place ce qu'on appelle une politique des petits pas. Politique des petits pas, c'est-à-dire c'est un peu comme le tango. Un pas de la part du manager qui va un petit peu relâcher le contrôle, un pas de la part du collaborateur qui va visibiliser son travail, montrer que cette confiance est investie à juste titre. Et donc, au plus le collaborateur rassure son manager et montre ce qu'il fait, montre qu'il est effectivement en train de travailler, au plus ce contrôle se relâchera. Maintenant, comme dirait Sartre, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. À la moindre petite trahison ou ce qui est perçu comme tel, hop, tout ça va se resserrer, le manager va resserrer les boulons, il va dire « Ah, il n'a pas répondu au téléphone 3 fois aujourd'hui lorsque j'ai essayé de le contacter. Je considère que c'est une trahison de la confiance. J'ai le sentiment que je dois davantage contrôler ce collaborateur puisqu'il n'est pas visible au moment où je l'attends. » Donc, on voit très bien ici, dans ces questions-là, toutes les tensions implicites et toutes les dérives vers lesquelles ce type de relation peut aussi conduire. Puisque dans ce tango entre visibilité et hypervisibilité et cette pression qu'on va ressentir en mettant en place certains contrôles, on peut très vite en arriver à superposer des éléments de contrôle pour se rassurer, vu que le travail n'est pas visible. On cherche cette visibilité, on va la chercher auprès du collaborateur. Ah, j'ai cru que c'était bloqué, pardon. Et donc, lorsqu'il s'agit d'adapter les modalités d'échange et de coordination, c'est notamment à ce niveau-là qu'on va considérer la gestion de l'hybridité entre les personnes qui sont sur site et les personnes qui sont à distance, où on veillera notamment à ce que le contenu de la communication soit homogène, qu'on soit sur place ou pas. Le manager veillera à ce que le contenu de la communication, le type d'information, les flux d'infos arrivent bien à tout le monde et que ce ne soit pas, par exemple, des réflexions du type « Ah oui, mais c'est vrai, on avait discuté de ça sur un temps de midi, tu n'étais pas là ce jour-là » et que la personne se sente d'autant plus isolée, d'autant plus exclue des échanges. On sait déjà bien dans le télétravail, tout ce qui est échange informel, etc., est amenuisé, voire mené à néant dans certains cas. Donc, à charge du manager de faire circuler l'information de façon homogène. Maintenant, qui dit homogénéité des contenus ne dit pas homogénéité des moyens de communication, puisque selon le profil des collaborateurs et selon leurs usages, on adaptera les outils, on variera les outils
Par exemple, certains managers sont plus à l'aise à l'écrit. Ils aiment garder des traces de toutes choses pour y revenir après, pour s'en souvenir. Tandis que d'autres sont beaucoup plus à l'aise dans l'échange oral spontané et via des coups de fil. Selon le type d'interaction aussi, on fera varier les outils. Par exemple, les échanges de communication d'information de type RH, qui sont généralement des échanges plus sensibles, on privilégiera de faire ce type d'échange en présentiel, de discuter de ça en face à face, en one-to-one, ou au mieux, au minimum, j'ai envie de dire au pire, via une visioconférence en one-to-one. Mais ce type d'échange-là ne se prête pas généralement à des échanges écrits. Enfin, négociation des modalités de communication. Là, l'idée est de dire qu'on n'est pas obligé de communiquer de la même façon au même moment à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, certaines personnes préféreront avoir tous les jours ou tous les 2 jours un petit échange ponctuel de 15 minutes pour faire le point d'où on en est et de vers où on va. D'autres diront non, non, maintenant ça va, on m'a donné le cadre, les grandes balises, je trace et lorsque j'aurai atteint tel ou tel objectif, il sera toujours bien temps à ce moment-là d'en rapporter à mon manager et d'échanger avec lui. Donc tout ça, évidemment, c'est un révélateur à la fois de la confiance et de la qualité de la relation entre manager et manager, cette confiance qui, selon le type d'échange, selon le moment et selon le profil, pourra varier. Voilà. Alors, l'idée de retisser les liens, donc comme je vous le disais, en particulier en début de relation, il y a toutes sortes de dispositifs de socialisation et d'acculturation que le manager devra veiller à mettre en place pour ses collaborateurs, en particulier lorsqu'ils sont nouveaux dans l'équipe, pour que ceux-ci s'intègrent bien dans l'organisation, saisissent les spécificités culturelles et les manières de fonctionner de l'équipe. Et par ailleurs, éviter ce qu'on appelle la distanciation forcée. Évidemment, ce que je vous dis ici s'applique peut-être un peu moins en ces périodes troublées de Covid où on ne peut pas dire que le confinement soit quelque chose de choisi. Mais de façon générale, dans la mise en œuvre du télétravail, on évite de forcer les gens à se mettre en télétravail, puisque à nouveau, chaque personne a sa propre relation au boulot, la propre relation à son lieu de travail et à la manière dont il a envie d'articuler ça avec sa vie privée. Certaines personnes disent, moi je viens de telle heure à telle heure au bureau, une fois que la porte est fermée, c'est terminé. D'autres n'y voient pas d'inconvénient à travailler de chez eux et être dans un brouillage des frontières à la fois de lieu, mais aussi de temps, qui soit plus important. Donc, permettre une forme de garantie de choix en termes de télétravail est de toute façon préconisé à ce niveau-là. Et dans tous les cas, donner la priorité au principe de l'alternance. Donc, à nouveau, en dehors de conditions actuelles qui sont celles d'un semi-confinement et qui ont été celles d'un confinement total, généralement, on préconise de ne pas mettre le télétravail en œuvre à temps plein pour justement garder ces liens avec l'entreprise, garder ces moments présentiels et donc de privilégier une mise en œuvre du télétravail de 1, 2 ou 3 jours par semaine. Alors maintenant que les jours soient fixes ou flottants, les modalités concrètes, ça sont des choses qui peuvent se négocier à nouveau au cas par cas, mais priorité en tout cas au principe de l'alternance. Enfin, le responsable, le manager, veillera à faciliter le partage des connaissances, à la fois en prévoyant justement des moments d'échange dans l'équipe, des moments de réunion où on partage sur des contenus, sur des projets, des moments où on partage aussi de façon plus informelle sur des choses peut-être plus de la nature d'un team building par exemple, mais indépendamment des réunions aussi mettre en place des outils, par exemple des plateformes, des outils de partage de l'info, des outils de partage des documents aussi, afin que chacun puisse accéder à la connaissance et à l'information, qu'il soit à distance ou non. La garantie d'équité, c'est un gros morceau, ça je pense, dans le chef du responsable, notamment en ce qui concerne l'éligibilité au télétravail, donc les conditions d'accès au télétravail qui doivent être justes et claires. Donc l'idée ici est de bien objectiver autant que possible les raisons pour lesquelles les personnes sont admises ou non au télétravail et créer du sens autour du dispositif afin notamment d'éviter les rancœurs à ce sujet-là entre ceux qui ont droit, ceux qui n'y ont pas droit. Dans quelles conditions tout cela se passe en termes d'équipement, en termes d'outils, etc. Et permettre aussi que ces dispositifs, ces arrangements en matière de télétravail soient réversibles. Alors, réversibilité mutuelle, pourquoi ?
Parce que tant le collaborateur peut souhaiter mettre fin à un moment donné au télétravail, tant l'entreprise aussi peut souhaiter, pour différentes raisons, y mettre fin. Et donc, l'idée ici est de dire, de faire passer le message que le télétravail n'est pas un avantage. On entend souvent ça. Oui, c'est un avantage de télétravail pour lequel on vous demandera des contreparties. Eh bien non, le télétravail n'est ni un avantage, ni un droit acquis non plus. C'est un dispositif organisationnel, un choix qui sera activé ou non, tant par l'entreprise que par le collaborateur, dans des conditions évidemment toutes choses étant égales par ailleurs. Enfin, l'équité, c'est aussi de veiller à la visibilité du manager à distance, comme je vous le disais, pour qu'on n'arrive pas à des syndromes type loi des yeux, loi du cœur, et donc visibiliser à la fois ce qu'il fait et sa contribution aux avancements à un projet, sa contribution à la dynamique d'équipe, à la fois au travers d'un reporting mutuel de l'avancement de ce qui s'est fait dans l'exercice du travail à distance, et un croisement des regards. Donc, on sort ici d'une relation bilatérale manager-manager, mais aussi justement des échanges avec le reste de l'équipe, que ceux-ci soient sur site ou à distance. Et lorsqu'on dit aussi reporting et croisement et regard, c'est de dire tout ne doit pas forcément reposer sur les épaules du manager, mais doit aussi venir à l'initiative du collaborateur qui, voilà, aura à cœur de montrer, de visibiliser ses accomplissements dans une idée de pilotage de sa carrière. Alors, outre le manager, on voit à quel point la gestion de ces différentes tensions, ou en tout cas la prise à bras-le-corps de ces enjeux du télétravail, constitue un défi pour le gestionnaire de ressources humaines, à la fois en matière de développement des compétences, où il doit sensibiliser le management à l'évolution de son rôle, puisqu'on passe d'un management de type commande et contrôle à un management beaucoup plus de type coaching, soutien, quelque chose qui est beaucoup plus autonomisant et qui est beaucoup plus dans un dialogue, une négociation sur finalement les échanges et les modalités de collaboration. Développer les compétences aussi des managers à la fixation d'objectifs et aux pratiques d'évaluation, puisque vu que la performance du collaborateur se fait à distance et n'est plus visible, que la fixation d'objectifs doit être réaliste, doit tenir compte des conditions dans lesquelles le collaborateur travaille, la manière dont on va évaluer la performance doit aussi évoluer. Développer les compétences de communication, ça tombe sous le sens évidemment, et notamment l'utilisation des outils à distance, la manière d'animer aussi des réunions à distance qui n'est pas forcément toujours la même, ou pire encore, d'animer des réunions hybrides où une partie des personnes sont dans une salle de réunion, l'autre partie à distance, faire en sorte que voilà, l'information circule bien, et favoriser la transversalité au moyen de dispositifs de partage de connaissances qui peuvent prendre la forme, par exemple, de tutorat, d'équipes projet transversales ou d'outils de support IT. En outre, il s'agira pour les RH de s'attaquer à cette problématique de la gestion des carrières et notamment l'évaluation, l'outil qu'est l'entretien d'évaluation et les décisions de mobilité. Donc, veiller à ce que ces personnes, évidemment, soient bien visibles et leurs besoins en termes de développement, leurs accomplissements, qui ne doivent pas donc reposer que sur le manager, et clarifier le rôle de chacun dans la structure, donc quel est son périmètre de responsabilité par rapport à tel projet, par rapport à telle équipe. Enfin, à charge aussi pour les RH d'assurer une équité de traitement sur les plans de la carrière, que tout le monde, qu'il soit à distance ou pas, ait accès à des formations, par exemple des formations certifiantes, que leur profil de compétences évolue bien au fil du temps et que les fonctions puissent aussi être jaugées en termes d'enrichissement. En conclusion, j'espère que le message ici est relativement clair de dire qu'il s'agit d'intégrer le télétravail comme une évolution globale de la stratégie d'entreprise qui, ça témoigne à la fois d'une prise en compte des aspirations des travailleurs, mais aussi d'une anticipation de ce que ça représente en termes d'enjeux, les défis culturels du télétravail dans certains contextes où la culture managériale reste assez traditionnelle, en termes d'organisation du travail, d'organisation des échanges, de circulation de l'information et de management des équipes. On voit que les défis et les enjeux sont nombreux et qu'il n'y a pas de one best way, il n'y a pas une préconisation qui puisse s'appliquer à tout contexte, à tout profil de façon uniforme, mais ce sont des dispositifs qui sont adaptés au contexte de chaque organisation, voire même au profil de chaque collaborateur à distance.
Et donc, il y a différentes dimensions qui sont en tension dans ces dispositifs. Et il s'agit davantage de trouver des équilibres et d'accepter une certaine hybridité plutôt que d'appliquer une forme de préconisation de règles qui pourrait fonctionner dans tous les cas. Alors, lorsque je parle d'accepter l'hybridité, c'est justement accepter aussi que dans certains contextes, les gens mordent davantage que d'autres à cette idée de télétravailler et que ça puisse être modulé à géométrie variable selon le type de profil, mais aussi selon certaines fonctions. Enfin, dans la mise en œuvre même du télétravail, qui dans certains cas est un changement stratégique majeur, éviter les démarches qui sont plaquées, qui sont de façon top-down ou de façon précipitée, même si effectivement le Covid et la mise en place du confinement a été, par la force des choses même, précipité. Éviter aussi le dogmatisme, les grands principes du en télétravail, on doit faire comme ceci ou comme cela. Non. Je pense qu'il faut accepter l'idée que c'est un processus qui reste expérimental, qui reste modulable et ouvert à ce qu'on appelle la polyphonie, c'est-à-dire justement une diversité de voix et d'harmonie qui chacune ont une place à prendre dans la grande symphonie qu'est l'organisation. Voilà, si le sujet, ça vous intéresse de creuser davantage ce sujet-là, je vous invite à consulter à la fois les travaux de l'équipe de recherche dont je fais partie, ou d'aller chercher aussi des contenus dans le programme NO de HEC Executive Education. Et j'ai hâte d'écouter vos questions. Merci.